Bonsoir. La première voiture sans chauffeur a été lancée par Google en juin 2015. Une prouesse technologique qui vient s'ajouter à de nombreux autres qui tendent à faire des machines ou des robots des êtres dotés d'une intelligence capable de rivaliser celle de l'homme. Cette évolution fulgurante de la technologie suscite un vif débat à la fois sociétal et philosophique. D'un côté, les adeptes de la théorie de l'évolution et de l'autre, ceux qui redoutent les conséquences de l'avènement d'une espèce d'homo deus. Loin des considérations morales, certains États ont pris la mesure de cette formidable transformation. Si autrefois on a parlé de la course à l'armement, l'intelligence artificielle impose quant à elle aujourd'hui un nouveau paradigme. Vladimir Poutine est formel. Celui qui dominera l'intelligence artificielle dominera le monde. Intelligence artificielle, quand la réalité dépasse la fiction, c'est le thème de l'émission de ce soir. Merci de rester fidèle à Canal 2 International. Merci de regarder la grande interview. Nous sommes en direct sur www.canal2international.net. Stéphane Amarcy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission de ce soir. Vous n'êtes pas très habitué à la grande interview, alors que je vous explique. Il y a en introduction de cette émission, pour les habitués de l'émission bien évidemment, une rubrique qui s'appelle Ece Homo. C'est le portrait de l'invité qui nous permet de camper le personnage que nous recevons afin que chacun puisse s'en faire une idée. Et je dirais toute la vérité lorsque j'aurais dit que vous êtes arrivé au Cameroun seulement hier. C'est vrai. Donc théoriquement, on n'a pas eu le temps de faire votre portrait. Tout à fait. On va essayer de faire plus ample connaissance. Vous êtes donc le fondateur, le cofondateur de Inbox. Alors de quoi s'agit-il? J'ai créé Inbox en 2001 avec mon associé. Et en fait, Inbox est une société qui a historiquement travaillé sur tout ce qu'on appelle la connaissance client, l'algorithmie. Oui. Et puis de fil en aiguille, évidemment, avec les progrès technologiques dont vous avez parlé tout à l'heure, eh bien nous aussi, on a fait ce virage vers l'intelligence artificielle et son utilisation à des fins opérationnelles. Alors et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement pour... Alors, concrètement, on travaille dans un domaine qui est assez particulier, qui est le marketing. Oui. On appelle aujourd'hui surtout le marketing relationnel ou le marketing client. Oui. Ce qui veut dire qu'on va s'intéresser de façon spécifique à chaque consommateur, à chaque prospect, pour ce qu'il est. Alors évidemment, vous le savez, de par les objets connectés, de par votre téléphone, de par ce que vous faites avec votre carte bancaire et par rapport à tout ce que vous pouvez faire en termes de voyage ou autre, Oui. vous laissez des traces. Toutes ces traces, ce sont des données. Et nous, notre métier, depuis toujours en l'occurrence, c'est de récupérer ces données et d'en déduire des choses sur vous à titre personnel. Oui. Donc typiquement, ça va être de savoir quelle est la probabilité, si je suis dans une banque, que vous ayez besoin de faire de l'épargne ou de faire un crédit. Si je suis dans la téléphonie, ça va être quelle est la probabilité que vous changiez d'abonnement téléphonique ou d'option, que vous développez votre usage en termes de data, par exemple. Si je suis dans le retail, imaginons dans le prêt-à-porter, eh bien ça va être de savoir quel type de vêtements vont vous plaire. Donc de suivre la mode, de vous connaître de plus en plus précisément, et de façon à anticiper vos besoins. Oui. Alors, vous avez à la base une formation de scientifique, vous êtes statisticien de formation. Et économiste. Et économiste. Et alors, vous vous retrouvez dans le marketing, c'est pas très courant jusqu'à présent. C'était pas très courant de voir des gens qui ont une formation de mathématiciens, de statisticiens et qui se retrouvent aujourd'hui à faire du marketing, qui jusque-là était réservé aux gens qui sortent des écoles de commerce et des écoles de communication même, non? Alors vous avez tout à fait raison, puisque il se trouve que j'ai fait mes études il y a quelques années. Oui. Et à l'époque, en effet, peu de ma génération sont partis travailler dans le marketing. Moi, ça m'a tout de suite intéressé dans cette voie que j'expliquais tout à l'heure, à savoir l'appréhension du comportement de chacune des personnes et la prévision de ce qu'il va faire, puisque ça combine évidemment la modélisation mathématique dans des statistiques et des maths, oui. Ça combine de l'économie, puisqu'on est sur l'économie comportementale, ce qu'on appelle la microéconomie, ça touche à la psychologie, ça touche à la sociologie. Finalement, on va retrouver grosso modo tout ce qui fait notre singularité. Tout à fait. Et c'est une synthèse, donc ça m'a tout de suite intéressé.
Et encore une fois, aujourd'hui, comme vous le citiez, c'est le grand boom. Tout le monde parle d'intelligence artificielle, de prédiction, de marketing prédictif, c'est tous ces termes que vous pouvez lire à peu près partout. Et de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, maintenant, toutes les écoles de commerce proposent des formations spécialisées sur ce qu'on appelle la data science, en l'occurrence, qui est le simple mot des mathématiques utilisées pour faire de l'intelligence artificielle. Alors quand je préparais cette émission, j'ai vu que vous avez un peu bourlingué en Afrique. Vous pouvez Alors oui, dès ma naissance, parce que je suis né en Afrique, à Madagascar en l'occurrence, un pays dans lequel j'ai vécu un certain nombre d'années. Et ensuite, je suis parti, avec mes parents sont partis en France, donc j'ai vécu en France. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille régulièrement en Afrique, dans un peu plus de 17 pays. Et j'ai eu l'occasion d'y aller régulièrement. Et en l'occurrence, si on parle du Cameroun, ça fait, je pense, la 15e ou la 16e fois que je viens vous rendre visite. Et c'est pour des raisons professionnelles liées justement à votre domaine, le marketing et puis l'intelligence artificielle. Alors tout à fait, c'est pour ça, c'est aussi pour des vacances. On va s'attarder sur le premier sujet. Donc en effet, c'est exactement c'est exactement ce sujet-là, puisque aujourd'hui, ce dont on est en train de s'apercevoir, c'est que le monde entier change. Vous l'avez formidablement bien dit dans votre introduction. Le symbole de la voiture autonome est un excellent symbole, puisque ça change considérablement la façon de se déplacer, et ça amène d'autres révolutions. Si je reviens à mon métier, le monde change, l'environnement des entreprises change, le marketing change. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que les entreprises ont déjà adopté ce type de changement avec l'intelligence artificielle sur d'autres sujets qui sont la logistique. Typiquement aujourd'hui, si vous regardez une entreprise qui fait de la vente de retail, de distribution, eh bien quasi la très très grande majorité, quasi 90% des travaux liés à la logistique sont déjà automatisés. Il n'y a plus un humain. La dernière fois, j'en discutais avec un directeur général je discutais de marketing avec lui, et je lui expliquais justement ce qui allait arriver dans le marketing, ou ce qui est en train d'arriver, et ce qui allait se passer dans le futur. Et il me disait, oui, mais tu comprends, c'est difficile, je vois pas l'humain. Alors l'humain, évidemment, on en reparlera tout à l'heure. On en parlera abondamment pendant cette émission. Et je lui disais, mais je ne comprends pas, parce que tu as déjà fait ce pas. Il me disait, mais de quoi tu me parles? Je lui dis, regarde, pour la logistique, est-ce que tu regardes encore ce qui se passe? Il me dit, non, c'est vrai, c'est totalement automatisé. Donc vous voyez, et si je reviens sur ma présence ici, c'est que quel que soit le secteur d'activité, alors évidemment, à partir du moment où il y a des données clients, s'il n'y a pas de données clients, on oublie ce que je vais dire, à partir du moment où il y a des données clients, la connaissance client et l'utilisation de l'intelligence artificielle donnent un avantage concurrentiel. Donc la planète entière y va. Et si on parle de l'Afrique en particulier, les premiers opérateurs qui se développent sur ces métiers-là sont les opérateurs téléphoniques et sont les banques et les assurances. Très bien. Écoutez, on va en parler plus abondamment tout au long de cette émission. C'est pour ça que nous avons invité. Merci d'être venu. Je vous propose de prendre juste une petite pause et nous entrons dans le vif du sujet. Alors pour être tout à fait complet sur votre présentation, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est que vous êtes auteur d'un excellent ouvrage que j'ai lu pour préparer cette émission. Le titre, il est fort révélateur. Mon directeur marketing sera un algorithme, et le sous-titre c'est l'intelligence artificielle remplacera-t-elle les marketeurs? Alors commençons par quelques définitions pour bien camper notre sujet. C'est quoi l'intelligence artificielle? Alors l'intelligence artificielle, c'est une définition qui date pas d'aujourd'hui, puisque ça a été défini au milieu du XXe siècle. Et aujourd'hui, pour faire très simple, on parle de deux types d'intelligence artificielle. On parle de l'intelligence artificielle dite faible, en l'occurrence qui est une intelligence autonome, qui a une capacité à reproduire quelque chose de connu. Je prends la voiture autonome dont vous parliez, ce n'est que de l'intelligence artificielle dite faible, puisque elle est bourrée d'intelligence,
mais c'est plein de petites intelligences qui, séparément, vont faire en sorte que la voiture aille du point A au point B sans accident, puisque c'est son objectif. Oui. Maintenant, on parle aussi d'intelligence artificielle dite forte. Alors je vous rassure, ça n'existe pas aujourd'hui, parce que ça aura beaucoup d'impact dans le futur. C'est notre cerveau humain. Nous, en tant qu'humains, on a une intelligence artificielle dite forte, c'est-à-dire qu'on a une capacité à diverger et une capacité à ressentir des émotions. Donc c'est vraiment ces deux définitions qu'il faut garder en tête, en reprécisant bien qu'aujourd'hui on ne parle que d'intelligence artificielle dite faible. Alors, vous dites dans votre livre que les machines sont capables d'avoir de vrais sentiments et une compréhension de leur propre raisonnement. Alors tout à fait, tant qu'on reste dans cette logique du faible, en fait, je peux avoir, moi-même là, dans une discussion, j'éprouve un certain nombre de sentiments. Ces sentiments font appel à ce que j'ai vécu par ailleurs, à ce qu'on vit en ce moment, ça me fait rappel des souvenirs, et tout ça se mélange. Et ce qui me permet d'expliquer ce que je suis en train de faire par rapport aux questions que vous posez. Là, je suis dans un cadre de divergence, et après je vais converger. L'intelligence artificielle, qu'elle soit forte ou faible, va faire la même chose. Même si elle est faible, elle va prendre l'entièreté de la connaissance qu'elle a à disposition pour converger vers la solution qu'on lui demande de trouver. Je vous donne un exemple. Si on prend la musique, aujourd'hui, vous avez des programmes qui sont capables d'inventer, inventer une chanson des Beatles qui n'a jamais existé, ou une symphonie de Vivaldi. Tout simplement parce qu'ils analysent ces morceaux de musique, et à partir de ces morceaux de musique, on va être capable d'en créer un nouveau, avec des contraintes de musicalité, des contraintes de rythme. Ça, on est toujours dans l'intelligence artificielle dite faible. Donc c'est dans ce sens-là où son propre raisonnement est compris à l'intérieur, puisque je déduis et je construis quelque chose pour converger. Je vous donne un autre exemple qui est d'actualité. Vous vous rappelez que Google a créé un programme de Go qui a battu le meilleur des humains. Tout à fait. Ce qui s'est passé dernièrement, il y a à peu près 2 ou 3 semaines, ils ont annoncé avoir créé un nouveau programme de Go qui a battu 100-0 celui qui avait déjà battu les humains. Alors, ce qui est fondamental dans cette histoire, c'est qu'ils sont partis, dans un premier temps, qu'est-ce qu'a fait ce premier programme de Go? Il a récupéré tout un tas de parties qui ont été jouées, et grosso modo, ces parties jouées, c'est l'histoire de l'humanité dans le jeu de Go. Ça fait 2000 ans qu'on joue le jeu de Go, ça fait 2000 ans qu'il y a une convergence génération après génération vers un savoir. Bien déjà, le premier programme d'intelligence artificielle de Google a réussi à apprendre ça très rapidement. Le deuxième, encore plus fort, lui, il n'a même pas regardé ce qui s'était passé, il a lui-même simulé ses propres parties, il a joué contre lui. En 3 jours d'apprentissage, seulement 3 jours d'apprentissage, il était capable de battre le premier 100-0. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Alors, l'autre expression que vous utilisez abondamment dans votre livre et qui est très à la mode lorsqu'on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est le big data. Oui. Alors, en quelques mots, si on peut expliquer. Alors, le big data, c'est... Souvent, on parle de révolution par rapport au big data. Pour moi, ce n'est qu'une évolution. Le big data, c'est simplement profiter dans des vitesses et donc dans des temps courts de très très gros ensembles de données. Je vous donne quelques exemples. Imaginez un opérateur téléphonique. Lui, par définition, depuis qu'il est créé, il est dans le big data, puisque légalement, il est obligé de garder chaque appel unitaire ou chaque SMS. Donc il a la capacité de traiter ça et d'en faire quelque chose. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'au-delà de ce côté réglementaire qui était dans des délais donnés, la question de fond, c'est de tirer une information dans un énorme ensemble de données. Si vous voulez, dans le passé, on réfléchissait avant beaucoup plus qu'on le fait aujourd'hui, avant à quelle donnée va être significative de tel comportement, va pouvoir expliquer ce qui se passe ou ce que va faire la personne. Aujourd'hui, puisque la puissance informatique est là, on se pose moins la question dans ces termes-là. On va plus se dire, je vais récupérer à peu près tout ce que je peux et je vais bien trouver quelque chose dedans. Mais pour se bien trouver quelque chose dedans, on fait appel à des techniques mathématiques particulières et à la puissance informatique qui va permettre de gérer ces grands ensembles de données qu'on appelle big data. Alors, on parlait de votre profil tout à l'heure, mathématicien, statisticien, un peu d'économie, et vous vous retrouvez à faire du marketing. Alors,
Votre livre, Mon directeur marketing sera un algorithme, montre clairement qu'il y a une évolution aujourd'hui dans le métier du marketing. Alors, qu'est-ce qui a sonné le glas du marketing traditionnel ou alors du marketing à l'ancienne? Je pense que il y a deux facteurs qui ont joué par rapport à ça. Oui. Alors le glas, il n'a pas encore sonné, il va sonner, mais pour les plus avancés, il a déjà sonné. On est vraiment dans cette phase de transition. Absolument. On parlait de Darwin. D'aucuns parlent de 2020. Voilà, vous parlez de Darwin tout à l'heure. On est vraiment dans cette transition-là. Absolument. Alors deux facteurs à ça. Je pense que tout le monde a entendu parler du fameux one-to-one, le one-to-one mythe marketing qui consiste à dire ce que nous faisons là tous les deux. Alors, on se parle et donc je suis capable d'adapter au fur et à mesure ce que je dis par rapport à ce que vous êtes et ce que vous posez comme question. Et quand vous me posez des questions, j'arrive à mieux comprendre qui vous êtes et à essayer d'adapter mes réponses à votre profil. Donc ça, c'est le one-to-one. Maintenant, quand vous regardez autour de vous tous les annonceurs, je passais tout à l'heure encore dans la rue, je voyais une grande affiche publicitaire qui vantait les mérites de tel forfait en téléphonie. Et bien là, on n'est pas du tout dans le one-to-one. On est simplement, j'ai une contrainte qui est visuelle et je veux que ce visuel parle à un maximum de personnes. Donc le fameux one to few. Donc ça, c'est le marketing traditionnel. Ce qui s'est passé, c'est que la publicité traditionnelle, pareil à la télévision, comme vous le faites. Ce qui s'est passé, c'est de fil en aiguille, c'est qu'on a commencé à créer ce qu'on appelle le marketing direct. Donc je vais essayer de m'adresser directement à vous. Alors le problème de la personnalisation des messages, c'est que ça coûtait très très cher. Donc on n'y était pas. Par contre, ce qu'on faisait, c'est 2-3 versions de messages et on ciblait en fonction de chacune des versions des messages. Maintenant, arrive la digitalisation de la relation avec les clients. Formidable. On utilise des emails, des notifications, des SMS, des Facebook, Twitter ou autres. Mais puisque c'est digital, eh bien, la facilité de personnalisation explose tout d'un coup. Et là, le nouveau marketing arrive. C'est-à-dire que je suis en capacité technologique et productive, avec des coûts correspondants, de faire ce travail-là. Première révolution. La deuxième révolution, si je dois personnaliser ce que je vais vous dire, il faut que je vous connaisse. On revient au sujet du big data, la récupération des données. Avec ces données-là, je vais fabriquer une connaissance à l'individu, qui va me permettre de savoir que, par exemple, vous ouvrez plutôt vos emails le samedi, mais pas le lundi ou le mardi. Donc ça ne sert strictement à rien, je vous envoie un email le lundi et le mardi. Je vous l'enverrai que le samedi. Alors on peut aller même jusqu'à l'heure à laquelle vous ouvrez vos emails. Et si on a l'heure, eh bien on va l'envoyer juste avant le pic de probabilité à laquelle vous allez ouvrir, de façon à ce que mon email soit au-dessus. Deuxième révolution, la data. Première, la digitalisation. Deuxième révolution, la data. Troisième révolution, en l'occurrence, c'est les consommateurs eux-mêmes, qui sont acteurs et qui fabriquent et intensifient et accélèrent ce changement. Et c'est à mon avis, c'est la révolution la plus importante dans ce qui va arriver dans le futur. Alors, dans votre livre, vous dites que l'un des avantages de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est la prédictibilité. Oui, c'est parce que... Toujours en ce qui concerne le marketing, Exactement, parce qu'en fait, le marketing, il a deux façons, comme dans toute relation client, il y a deux façons de travailler. Soit vous êtes en réactif, en l'occurrence, j'ai acheté tel produit, eh bien, c'est un fait, eh bien, je vais essayer d'en vous en vendre un autre. Donc ça, je suis purement réactif. Maintenant, j'aurais pu très bien faire en proactif, connaître la probabilité que vous aviez d'acheter, par exemple, une bouteille d'eau. Et dans ce cas, immédiatement, j'essaie de faire en sorte que vous achetiez aussi d'autres boissons ou des verres. Vous voyez, mais pas attendre que vous ayez acheté la bouteille d'eau pour pouvoir faire ça. Donc la prédiction, ça permet de rentrer dans une nouvelle ère. Alors cette nouvelle ère, elle a un défaut, c'est qu'on est dans une probabilité. Donc par définition, on se trompe. C'est normal, il faut l'accepter. Et donc tout le jeu dans nos métiers, c'est de se rapprocher le plus possible de la vérité, de ce qui va réellement se passer. Et pour ça, il nous faut de plus en plus de données. Alors donc, si je comprends bien, tout aujourd'hui se trouve dans la capacité des nouveaux types de marketeurs que vous êtes à avoir de plus en plus de données fiables sur les individus. Exactement. Et c'est de cette manière-là que vous pouvez imaginer quelles vont être leurs habitudes de consommation et mieux communiquer avec ces individus-là pour vendre, quoi. Tout à fait. Sans données, pas d'intelligence artificielle. Alors donc aujourd'hui, le combat, il est
au niveau de la maîtrise des données? Alors le combat, il a plusieurs niveaux. Oui. Si je prends l'image de l'industrie pétrolière, Oui. les données, c'est le pétrole. Sans pétrole, pas d'usine de transformation. L'usine de transformation, c'est ce qui va transformer cette matière brute en un produit qui peut être consommé. Donc c'est toute cette chaîne-là. Donc il y a la première chaîne qui est de trouver du pétrole et de l'exploiter, la deuxième chaîne qui est de la transformer, et la troisième chaîne, c'est encore de transformation en produits finis. Oui. Alors comment les algorithmes vont-ils procéder pour remplacer ou alors se substituer aux individus? Alors, on peut sortir du... D'où le titre de votre livre. Voilà, Mon directeur marketing sera un algorithme. Comment? Exactement. Alors, pour rester sur le marketing, après, on pourra ouvrir sur d'autres métiers. Oui, absolument, parce qu'on va parler globalement de l'intelligence artificielle un peu plus tard. Alors, le métier de base du marketing relationnel ou client, comme je disais, c'est de travailler sur la singularité de chacun des clients. Oui. Pour s'approcher de cette singularité, il me faut des datas. Vous appelez ça la connaissance client? J'appelle ça la connaissance client. Oui. Imaginez maintenant que j'ai 30 clients à gérer. Ça va, je sais le faire. Oui. J'ai cette capacité-là. 50, ça commence à être difficile. 1000, je ne sais pas faire. Imaginez 1 million, 2 millions, 10 millions de clients à gérer comme ça, unitairement. Humainement, je ne suis pas capable de faire ça. Oui. Donc si je ne remets pas en cause mon modèle, le modèle que j'ai appris en l'occurrence à l'école, dans les grandes écoles, Oui. dans la vie, qui consiste à dire c'est moi entreprise qui vais m'adresser aux clients parce que je sais ce qu'il leur faut, eh bien je ne me rapproche pas de la prise en compte de cette singularité du client. Donc il faut que j'abandonne ça. Et il faut que je traite chacun des clients comme une entité autonome, à part, indépendante. Humainement, je ne suis pas capable de faire. Eh bien, qui est là pour m'aider à le faire? L'intelligence artificielle. Les algorithmes. Voilà. Alors, et justement, c'est à ce niveau-là qu'il y a quand même une inquiétude que j'ai observée en vous lisant, c'est que vous dites clairement que d'ici à 2020, c'est 2020, c'est demain, de nombreux métiers du marketing vont carrément disparaître puisqu'ils seront effectués par des algorithmes. Oui. Tout à fait. Quels sont ces métiers-là, si on peut en parler un peu? Comme ça, ceux qui font ce métier aujourd'hui vont commencer à se recycler pour faire autre chose. Tout à fait. Et en l'occurrence, encore une fois, c'est l'humanité en général qui a besoin de se recycler. Voilà. On en reparlera tout à l'heure. Mais sur sur le marketing, en fait, tous les métiers qui présentent un certain facteur d'automatisation sont très facilement automatisables. Je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où je veux prendre la singularité de chacun des clients en compte, ça veut dire que j'ai plus besoin de personnes qui me disent ah mais la cible pour tel produit c'est ça. Ben non, l'intelligence artificielle va apprendre ça toute seule, comme une grande. Donc ça c'est plus utile. Je vais même plus loin dans le marketing. Si on met dans le marketing au sens large, la relation client, la façon de gérer la relation avec un client, mais ça aussi je peux la déporter sur l'intelligence artificielle. Même la voix je peux la déporter sur l'intelligence artificielle. Ça va aller très vite. Vous voyez tous ces progrès vont déboucher très très rapidement auront un impact en l'occurrence sur l'emploi. Alors, dans votre ouvrage, vous avez cité un certain nombre de métiers et vous les classez par catégorie, ceux qui vont très rapidement disparaître, ceux qui vont disparaître progressivement. Alors, quelques-uns des métiers quand même dans le marketing qui sont menacés par l'avènement de l'intelligence artificielle. Alors, vous avez tous les métiers de gestionnaire de campagne qui vont être automatisés comme je le disais. Vous avez aussi tout ce qui tourne autour de la veille. Parce que là, il y a des outils très modernes aujourd'hui qui font à peu près tout seul. Donc, il n'y a plus besoin de faire de la veille. Ils vont même chercher des choses que vous auriez même pas imaginé vouloir avoir. Vous avez tous les métiers qui tournent autour du digital, en l'occurrence la relation client digitale qui va être impactée. Vous avez également tous les métiers qui tournent autour du référencement sur la partie digitale, l'achat d'espace. Tous ces métiers-là vont être complètement automatisés. Vous parlez également, j'ai vu un métier, celui qui consiste à gérer l'image sur les réseaux sociaux. Voilà, exactement. Tout à fait. C'est des métiers qui vont disparaître. Bon. Avis à ceux qui font ce métier aujourd'hui. Alors il faut se réinventer par contre. Il y a d'autres choses à faire. Il faut se réinventer, on en parlera. Alors il n'y a pas que le marketing, il n'y a pas que dans le marketing qu'on assiste à cette montée triomphante
des algorithmes, on peut citer la publicité, Oui. Les RH, Oui. la santé, les finances, la téléphonie, et j'en oublie certainement. Ben, les avocats, le juridique. Ah, le juridique aussi. Le juridique aussi, il y a déjà des... ouais. alors je vous livre deux expériences. Il y a Oui. une première aux États-Unis où ils ont commencé à faire des tests de façon à ce que les jugements dans des procès soient faits par de l'intelligence artificielle et non plus par des humains. Non. Si. Donc vous imaginez dans l'univers qu'on est en train, enfin la grande marche qu'on est en train de faire. Je dis pas que c'est positif ou négatif, Oui. c'est surtout pas mon propos. Hein. Oui, oui. Je me garderai bien de le dire par rapport à ça. Oui, oui. Mais en l'occurrence, ils vont dans cette voie-là. Un exemple, deuxième exemple, les avocats. Un avocat, c'est du droit. Oui. Le droit, c'est des règles. Donc qui dit règles dit facilement à apprendre. Vous voyez? Donc il y a tout un pan du Et droit. donc faire apprendre les règles de droit Bien sûr. à des algorithmes qui font le boulot de la place des avocats aujourd'hui. Exactement, c'est en train d'arriver. Oui. Donc vous aurez des nouveaux avocats, des nouveaux services juridiques qui vont vous allez expliquer votre problématique. Mais grâce à l'intelligence artificielle, on saura comprendre ce que vous exprimez, le transformer en cas juridique et eux-mêmes vont faire votre défense et vont vous dire ce qu'il faut faire. Vous voyez? Ah oui. Alors, dans le secteur spécifique de la banque, Oui. alors, quels sont les usages qu'on a dans la banque avec l'intelligence artificielle? Parce que c'est l'un des domaines où on utilise le plus d'intelligence artificielle, enfin, peut-être pas le plus, mais beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Oui. Alors vous avez toute la partie, je vais passer très rapidement sur la partie marché, Oui. en l'occurrence où c'est déjà extrêmement automatisé. Oui. Les traders, il y en a de moins en moins, en l'occurrence, parce que ce sont des algorithmes qui font ce travail-là pour aller beaucoup plus vite. Alors il y a un effet induit, c'est que du coup vous avez des phénomènes d'entraînement à la hausse ou à la baisse qui sont plus forts, puisqu'ils auto-apprennent très rapidement, ils n'ont pas le recul que pourrait avoir un humain ou un facteur subjectif qu'un humain pourrait avoir. Ça, c'est un premier pan d'utilisation. Le deuxième pan qui concerne beaucoup plus, qui nous concerne tous, en l'occurrence en tant que citoyen et en tant que client de banque, c'est l'utilisation dans la relation client. Alors pour illustrer ce qui est en train de se passer, je vais vous citer, j'en parle de mémoire dans le livre, mais trois événements concomitants qui ont été assez incroyables. Vous avez, alors ça se passe en Europe, vous avez en France une banque mutualiste qui annonce qu'ils vont déployer pour aider les conseillers bancaires de l'intelligence artificielle, et officiellement c'est pour dire on va les aider à faire ce qu'ils n'ont pas le temps de faire, à savoir bien répondre aux mails, identifier dans les mails un certain nombre d'opportunités commerciales. Ils vont faire tout ce travail-là. En même temps, vous avez la Royal Bank of Scotland qui annonce avec exactement le même outil, dire pour nous c'est difficile en ce moment de s'en sortir économiquement, donc on s'est séparé de nos agents d'accueil et on les a remplacés par des robots qui pensent cette intelligence artificielle. Ah tiens, c'est pas tout à fait le même discours dans les deux cas. Non. Et le troisième point, vous avez une autre banque qui se lance en ligne en même temps, qui dit chez nous c'est très simple, vous pouvez nous joindre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puisque de toute façon tout est fait à base d'intelligence artificielle. C'est pas des humains, donc voilà. Les machines peuvent voter. Vous voyez, et 24 dans les trois cas, la même semaine, on parle exactement des mêmes outils d'intelligence artificielle, 3 discours et 3 usages différents. Donc vous voyez où va la banque demain. Et dans la téléphonie, voilà encore un autre secteur où il y a énormément de données à traiter, et donc les êtres humains ne peuvent plus logiquement le faire. Il faut recourir à des algorithmes. Oui, alors si vous voulez, mais en fait la promesse vis-à-vis d'un consommateur, elle est très importante à considérer aussi. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le troisième pan de la révolution, c'est le consommateur lui-même. Oui. Aujourd'hui, on n'accepte plus de recevoir des propositions qui ne nous concernent pas. Non. C'est difficile. On n'accepte plus d'attendre un taxi ou un Uber plus de 3 minutes. Alors qu'avant, ça ne nous gênait pas d'attendre 10 minutes, un quart d'heure. Mais à bout de 3 minutes, on veut partir. Vous voyez, la société et nous, on a changé cette société et on change avec elle. Évidemment, c'est un cercle vicieux ou vertueux. Encore une fois, c'est pas mon propos, mais on change la société au fur et à mesure. Aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, on s'attend à avoir un rapport avec l'entreprise beaucoup plus individualisé. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle est obligatoire. Vous voyez, c'est une nécessité pour une entreprise. Donc en effet, la téléphonie, comme d'autres, l'utilise de plus en plus pour essayer de mieux comprendre chacun des consommateurs et de façon à valoriser la relation qu'ils ont avec eux.
Alors, on va parler de Facebook, très utilisé par exemple au Cameroun, et là aussi, l'intelligence artificielle opère. Partout. En fait, l'intelligence artificielle, quoi que vous utilisiez sur Internet ou sur votre téléphone, dans des apps, elle est partout. Elle est omniprésente. Quand vous regardez, vous utilisez Facebook ou Twitter ou autre, c'est très présent. Facebook a une particularité. Oui. Pendant les dernières élections présidentielles aux États-Unis, vous avez certainement entendu parler des débats sur l'objectivité des médias sociaux. Oui. Alors évidemment, on a soupçonné Mark Zuckerberg d'avoir favorisé Donald Trump. Voilà, et l'inverse aussi, et Hillary Clinton également dans les deux sens. Voilà. Bon, pourquoi ça? Tout simplement parce que quand vous allez sur Facebook, en fait déjà, j'imagine que vous savez que dès que vous avez créé votre compte Facebook, tout ce que vous faites appartient à Facebook. Ah oui, quand même. Oui, et vous en faites beaucoup des choses. Oui. Vous vous déplacez, vous postez des photos, on vous reconnaît sur les photos, on sait avec qui vous étiez. Vous faites des messages, des posts, vous répondez, vous mettez des smileys, c'est beaucoup de choses sur vous. Et évidemment, toute cette information, et Mark Zuckerberg s'en est jamais caché, il a tout simplement dit, mais Facebook est gratuit, eh bien, en échange, vous me donnez de l'information que moi, je peux revendre. Oui. Donc on va rentrer dans l'univers justement de la recommandation de la publicité, qui est totalement personnalisée. Mais ça va plus loin que ça, puisque on met en avant, enfin ils mettent en avant un certain nombre de posts. Ces posts ne sont pas du tout choisis par hasard. Ils sont complètement choisis en fonction de ce que vous faites, ce que vous aimez, de ce que vos amis aiment. Oui. Donc du coup, imaginez qu'on fasse même une recherche tous les deux où on cherche j'aimerais avoir un bar sympa à Yaoundé. Oui. Eh bien, on ne trouvera pas le même. On n'aura pas du tout la même recommandation. Pourquoi? Parce que vous allez l'avoir de par votre cercle de connaissances, et moi, je l'aurai de par le mien. Il est probable que ce soit le même, pourquoi pas, mais il est beaucoup plus probable que ça ne soit pas le même. Et ce qui s'est passé pendant les élections, c'est qu'en fait, pour le Brexit, c'était exactement la même chose en Angleterre, c'est que les pro-Brexit ne voyaient que des posts qui étaient pro-Brexit, et ceux qui étaient contre ne voyaient que des posts qui étaient contre. Donc il y a un lien social, un lien sociétal qui est coupé, où finalement, de par le travers de cette personnalisation, vous vous enfermez dans votre propre système de pensée, dans votre propre système de croyance. Et vous n'êtes plus confronté à l'autre et à la divergence d'opinion. C'est-à-dire qu'à partir de toutes les données que nous postons sur Facebook, on détermine nos comportements, nos choix, et c'est à partir de là qu'ils essayent de nous vendre tout ce qu'il y a à vendre là. Exactement, vous travaillez dans la télévision, il y avait un ancien directeur général de TF1 qui avait dit que les téléspectateurs, c'était un cerveau qui était disposé pour la vente. Oui. Bon, il était d'un cynisme absolu, mais il a raison, il avait raison. Aujourd'hui, les médias sociaux, je suis désolé de le dire, mais c'est ce business-là. Oui. Alors, vous dites que nous vivons une nouvelle ruée, mais pour la première fois vers un bien immatériel, les données, le big data. Alors, et c'est parce que Google a une certaine maîtrise de ces données qu'il s'est imposé sur le marché de la publicité. Exactement, ils sont partis d'un principe très très simple. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie de l'océan bleu. Pas encore. Oui, la théorie de l'océan bleu, c'est quand on est dans un univers concurrentiel, vous voulez arriver dans un univers concurrentiel, Google c'était dans l'univers de la publicité, eh bien soit vous vous battez avec les règles du jeu, le business model d'aujourd'hui qui est ultra concurrentiel, c'est ce qu'on appelle l'océan rouge, soit vous trouvez une autre voie. Et du coup, comme vous êtes le pionnier, vous êtes dans un océan bleu, où il y a l'image, et de dire qu'il n'y a pas de sang, en l'occurrence, par rapport à la concurrence. Et Google, leur idée de base, qui est formidable, c'est simplement de dire, mais finalement, si on acquiert énormément de données sur chacune des personnes qui utilisent Google, et qu'on est en capacité de, je vais le dire comme ça, pas trop mal les utiliser, on a un facteur extrêmement différenciant par rapport au modèle publicitaire classique. Mais ils ont eu raison, ils ont gagné. Sauf que maintenant, le pas trop mal, il a disparu, ils sont excellents. Alors, je citais en introduisant cette émission Vladimir Poutine, le russe, qui disait, et là je vais le citer, l'intelligence artificielle est le futur, non seulement pour la Russie, mais pour l'ensemble de l'humanité. Elle permet d'entrevoir des opportunités colossales,
mais aussi des menaces qui sont difficiles à prévoir. Quiconque devient leader dans ce secteur deviendra le maître du monde. Exactement. Il exagère ou pas? Non, il a totalement raison. Oui. Et l'enjeu aujourd'hui, alors la question de fond qui va se poser, Oui. c'est grosso modo, en effet, qui va être le maître de ces connaissances. Il n'y en aura pas qu'un seul, à mon avis, il y en aura plusieurs. Mais vraiment, il y aura une convergence de gros acteurs. C'est pas par hasard que les États-Unis font tout pour protéger leurs champions que sont le GAFA et auquel on peut ajouter le M de Microsoft. Oui. Tout simplement parce que ce sont les entreprises, à part quelques entreprises chinoises comme Alibaba, qui ont le plus de données et qui investissent massivement dans ces techniques-là. Oui. Donc est-ce que demain ça sera un pays qui aura cette maîtrise ou est-ce que ça sera des entreprises? Ça c'est la vraie question, oui. pour le coup. Oui. Et à titre personnel, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, ça dépend du futur qu'on veut et qu'on voudra avoir, nous, en tant qu'humanité. Alors, d'ici, on voit poindre quand même une grosse bataille pour le contrôle des données. Vous évoquez notamment la question de la transparence, oui. Mais vous concluez très vite qu'il s'agit d'un objectif insoutenable. Pourquoi? Oui, bah regardez, je vais vous donner un exemple. Imaginez... Il faut bien qu'il y ait de la transparence dans cette affaire, quand même. Il faut, mais elle ne peut pas. La transparence, elle est indispensable, mais elle ne peut passer que par la loi. Oui. Elle ne peut pas. Les acteurs économiques ne la porteront pas par eux-mêmes, parce qu'on est à la recherche de la performance. Oui. Et plus on est à la recherche de la performance, plus on s'éloigne de la transparence. Vous voyez, comme je vous le disais, chaque consommateur, chaque humain, chaque citoyen est différent et traité comme un cas différent. Ça veut dire que j'ai autant de règles et d'histoires que de citoyens. Je ne peux pas garder tout ça. Je ne peux pas revenir en arrière et garder toute cette information-là. Donc de fait, la transparence, elle n'existe pas. Si par contre on dit, bah écoutez, c'est très très simple, vous devez garantir un droit d'opposabilité de chaque citoyen par rapport à ce qui se passe ou de chaque consommateur par rapport à ce que vous faites, eh bien la transparence apparaît de fait. Et cette transparence qui devient une contrainte, nécessitera de diminuer la part justement de l'utilisation telle que je le citais à tout moment de toutes ces données-là. Parce que ce n'est pas soutenable, ce n'est pas possible de le faire. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y aura pas de règles dans la gestion de l'intelligence artificielle? Moi, sincèrement, je préconise qu'il y en ait. Parce que s'il n'y en a pas, c'est la porte ouverte à peu près tout. Voilà. Et on peut se poser la question du futur. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Un certain nombre d'acteurs économiques, existants ou n'existant pas encore, oui. Feront fi, en l'occurrence, de mes états d'âme, oui. De cette éthique, et voudront fabriquer de l'activité, du chiffre d'affaires et de la rentabilité avec ça. Oui. Donc, il faut être lucide. Donc, c'est pour ça que je dis, pour moi, la seule façon de s'en sortir, c'est de mettre une régulation. Par contre, c'est pas un État qui peut réguler. Oui. Ça n'a pas de sens. Soit ce sont des grands ensembles économiques, comme l'Europe est en train de le faire en ce moment sur la protection des données, soit c'est au niveau mondial. Vous voyez, si je vais pas caricaturer, j'allais dire caricaturer, mais c'est pas le cas. Oui. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, on a construit l'ONU. Dans l'ONU, vous avez un certain nombre d'agences spécifiques. Vous en avez une qui est les télécoms, pour les télécoms, et une qui est pour la poste. Pourquoi? Parce que quand on a créé l'ONU, on voulait garantir le droit à n'importe quel citoyen du monde de pouvoir joindre un autre citoyen du monde. D'où la poste et les télécoms. Où est-ce qu'il y a Internet dans tout ça? Où est-ce qu'il y a le digital? Ça n'existe pas. Et maintenant, je peux vous dire que compte tenu du développement de ces entreprises-là et de la course à la technologie entre les différents pays, jamais ça se réglera au niveau des Nations Unies. Ouais. Malheureusement, donc il faut trouver autre chose. Ouais. Je vous propose, Stéphane Amarsi, de regarder cet élément. Vous savez très bien que le problème de l'intelligence, ou alors la question de l'intelligence artificielle aujourd'hui, pose également un gros débat philosophique sur cette affaire. Et nous sommes allés rencontrer un philosophe camerounais, c'est le professeur Hubert Mononjana. Il est titulaire d'une chaire UNESCO à Israël. Nous l'avons rencontré et il participe au débat sur la question de l'intelligence artificielle. Je vous propose de regarder l'invité inattendu. Mettez la clim aussi et mettez le volume pour que... De la vie de l'homme, de l'importance attachée à la vie de l'homme. Importance qui est bousculée en ce moment par les
les progrès prodigieux de la biotechnologie et de la cybertechnologie aujourd'hui, où l'on a la prétention de pouvoir créer un organe rivalisant avec le cerveau humain. Et les philosophes parlent donc de la post-humanité. C'est l'ère des post-humains qui s'annonce, où l'homme sera un être plus accompli qu'il ne l'est actuellement. Et c'est ça le problème éthique, le problème philosophique, dont on avait quand même senti déjà les annoncer, les avancées dans les années 80. Dans les années 80, avec Hans Jonas, qui avait écrit le principe responsabilité. Le principe responsabilité, à savoir que ce que la science fait aujourd'hui est responsable de ce que sera l'homme de demain. Alors, le grand problème qui se posait alors était celui-ci. Je peux, mais est-ce que je dois? Je dois donc, avec l'évolution, s'enrichir, aller du moins au plus. Nous connaissons peut-être la limite du moins à la naissance, mais nous ne pouvons pas fixer la limite du plus dans l'évolution. Le problème, c'est d'évoluer en regardant à chaque minute où est-ce qu'on pose le pas, l'homme qui marche, où est les pas de l'homme sur le globe, où est-ce qu'il va. N'oubliez pas qu'en philosophie, Nietzsche avait déjà parlé de la problématique du surhomme. Le surhomme nietzschéen, c'était le grand Prométhée qui n'arrêtait de créer, d'imaginer, d'aller au-delà de l'homme actuel. L'homme du 19e siècle que considérait Nietzsche alors. Il fallait aller au-delà dans ce qu'il appelle das Übermensch, le surhomme, aller au-delà. Bon, là maintenant, il faut que l'homme soit toujours à côté. Il faut qu'il y ait ce que nous appelons une éthique d'accompagnement. L'éthique d'accompagnement nous permet de savoir qu'est-ce qui est humainement faisable et acceptable. Et c'est pour ça que, à l'ère actuelle, il existe des comités d'éthique dans le monde entier. Dans les grands pays, en tout cas, il y a des comités d'éthique. Le robot ne peut pas être le prolongement de l'homme, parce que l'homme n'est pas le prolongement de Dieu. Le robot est seulement un instrument, un peu plus développé, mais le robot est une créature. La créature ne peut pas dépasser ontologiquement le créateur. Et ça, nous le savons depuis Plotin, dans sa théorie des Énéades. Et je pense donc, d'après cette théorie de Plotin, des émanations, la créature ne peut pas dépasser en perfection le créateur. À partir du moment où l'homme continue à manipuler le robot, ne peut faire que la réflexion qu'on lui demande de mener, et dans le sens qu'on lui demande de mener. Peut-être là vous trouverez des grands professeurs d'éthique en disant que ces affaires-là ne sont pas bien. Il ne faut pas rivaliser la créature de l'homme. Mais nous autres qui voulons foncer, ce n'est pas avec la créature de Dieu que nous allons rivaliser. Nous mettons en exergue les capacités que Dieu a mises en nous. Et nous pensons que si nous sommes des créatures de Dieu, nous verrons à ne pas trahir le dessein, la finalité, dont la finalité au service de laquelle se trouvent nos intelligences ne sera pas trahie. Voilà pourquoi moi je fonde un grand espoir sur le fait que
ces technologies nouvelles, on appelle ça autrefois les TECOM. On avait d'abord commencé par appeler l'homme technologique, ensuite on a appelé carrément TECOM avec Gilbert Routois et les Georges Simondon, les grands penseurs du domaine. Je pense que nous avons l'intelligence de savoir éviter la catastrophe. L'homme ne va pas pousser l'inconscience jusqu'à la bêtise, jusqu'à la catastrophe. Je ne pense pas. Le professeur Hubert Mono-Njana, qui a une lecture tout à fait philosophique sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, un commentaire? Écoutez, sur pas mal de points, je partage ce qui a été dit, hein, et comme on le disait tout à l'heure, c'est à nous, humanité, de choisir ce qu'on veut faire de l'intelligence artificielle. S'il y a un point sur lequel je diverge, en l'occurrence, c'est, moi aussi je suis très optimiste, mais je me dis que ces technologies-là, mises dans de mauvaises mains, et les mauvaises mains, il y en a régulièrement, malheureusement l'histoire en est truffée, eh bien ça peut être très grave, et une fois que c'est fait, ça va être compliqué de revenir en arrière. Alors, selon un sondage qui a été réalisé en France, 64% de Français se disent inquiets quant à l'évolution de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que vous comprenez ce scepticisme des Français? Oui, cette inquiétude. Alors, vous avez les mêmes sondages aux États-Unis, au Canada, en Asie, en Afrique. Vous allez trouver avec les mêmes résultats. Sensiblement les mêmes résultats. Après, ça va bouger un petit peu d'un pays à l'autre, mais sensiblement, il y a de l'inquiétude. Alors, pour moi, en toute sincérité, je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait de l'inquiétude. Parce que cette inquiétude, elle participe à une prise de conscience. Si tout le monde était euphorique et se posait pas de questions, il n'y aurait pas de prise de conscience. Après, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'à titre personnel, on a déjà accepté plein de choses. Regardez, quand vous vous déplacez, vous prenez pas de carte, vous prenez Google Maps par exemple. Et ça y est, c'est fait, tout le monde fait ça. Demandez à des enfants de 15 ans, 16 ans s'ils savent lire une carte, peut-être qu'ils en ont jamais vu même. Vous voyez, ils ont juste, on leur dit du point A au point B, voilà, tu fais ça comme ça et ça marche très bien. Donc ça, c'est un abondant. Vous avez d'autres abondants comme ça dans la vie de tous les jours. Si vous écoutez de la musique et vous regardez des systèmes de recommandation, exactement comme Facebook le faisait tout à l'heure, dont on est en train de parler, eh bien, on vous fournit du contenu. Et on l'accepte aussi, tout simplement parce que si vous regardez Netflix ou Deezer ou Spotify ou autre, vous avez le choix dans 15, 20, 30 000 possibilités. Comment moi je peux choisir? Je ne sais pas en fait à un moment donné. Donc j'apprécie ces recommandations. Amazon, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien n'est fait au hasard. Tout ce que vous voyez, c'est de l'algorithme qui le définit. Tout est pensé à l'avance et confié. Et il n'y a pas un humain. Quand je dis penser à l'avance, c'est des algorithmes qui le pensent. Alors, parmi les inquiétudes qui sont exprimées, il y a celles liées à l'emploi et on se rend compte qu'une robotisation à outrance de la société pourrait être un problème à des emplois. C'est clair, c'est pour ça que, à titre personnel, quand j'entends encore des hommes politiques dire qu'on est à la recherche du plein emploi, mais pour moi c'est un mythe qu'il faut abandonner. Le sujet n'est pas là. La raréfaction de l'emploi, c'est d'actualité. Et plus le temps passera, plus ça sera vrai. Alors certains vous diront, mais non, parce que chaque révolution industrielle, on a su recréer des emplois. Mais non, quand vous regardez bien, au fur et à mesure... Oui, c'est inquiétant, parce que les chiffres sont assez terribles. On parle de 70 millions d'emplois à perdre d'ici 2025 aux États-Unis. Oui, exactement. C'est fort ça. Ben oui, et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas. Tout le monde a le syndrome historique de l'industrialisation des chaînes de production qui ont fait que tout un tas de personnel qui était sur des chaînes de production dans des usines a été remplacé par la robotisation. Et on s'est dit, c'est pas grave, on va développer le tertiaire. Alors le tertiaire s'est développé, c'est vrai. Mais maintenant, on est en train d'automatiser le tertiaire. Et il y a quoi d'autre derrière? Bonne question. Alors on vous dit, ah oui, mais il y aura plus d'ingénieurs et plus de... Non, c'est pas vrai. Parce que pour faire la même chose, on a besoin de beaucoup moins de personnes. Regardez, vous êtes une chaîne de télévision, vous arrivez à la faire vivre et à la faire très bien vivre avec peu de personnes. Il y a 20 ans, vous auriez dû être 10, 15, 20 fois, 30 fois plus. Mais tout simplement parce que vous êtes entouré d'outils. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines.
Alors, d'aucuns entrevoient la possibilité que les enseignants dans les écoles soient carrément remplacés par les machines, par des robots. Alors, il y a deux... Là, c'est également... il y a deux sujets par rapport à ça. Il se trouve que je suis enseignant également, donc j'en profite. J'en profite pour votre métier, il est menacé là. Voilà, pour vivre ça. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, je reparle de la singularité. Je parlais tout à l'heure de la singularité en termes de consommation. Je pourrais très bien parler de la singularité en termes d'apprentissage. Un enseignant seul devant une classe de 30 personnes ou 25-30 personnes, par quel miracle il peut faire progresser tout le monde en fonction des attentes des uns ou des autres? On en a 150. Hein. Bon, allez-y. Vous voyez? Donc, c'est pas possible. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? L'enseignant cherche un compromis, et moi je fais pareil quand j'enseigne, je cherche un compromis qui va essayer de parler à peu près à tout le monde, et de temps en temps je fais des divergences pour récupérer ceci ou cela, ou animer ce groupe-là. Bref, mais ce n'est qu'un travail de compromis. Quels sont le modèle? Imaginons maintenant que, en effet, ça sera fait via des interfaces. Ben, pourquoi pas? Mais il manque une chose essentielle à ça, le lien social, qui disparaît de fait. Parce que si vous mettez des écrans dans toutes les classes d'école, à quoi ça sert de faire venir les enfants dans les classes d'école? À rien, autant qu'ils restent chez eux. Ça coûtera beaucoup moins cher à la société. Facialement. Mais en fait, le coût, il est déguisé. Ça coûtera beaucoup plus cher. Parce que vous avez cassé le fondement même de la société, c'est ce lien social qu'il y a entre des personnes qui apprennent, qui interagissent, qui grandissent, et quelqu'un qui enseigne. Donc pour moi, le modèle, si vous voulez, de convergence, c'est surtout très important de garder ce lieu d'échange qu'est l'école, et de garder un enseignant, mais par contre de l'aider dans sa tâche par de l'intelligence artificielle. Alors, vous dites également que les grandes entreprises aujourd'hui investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Oui. Alors c'est vrai avec de façon différente. En l'occurrence, elles ont toutes compris que si elles n'investissaient pas, elles allaient se trouver en décalage. Donc elles investissent tous massivement parce qu'elles ont peur d'un désavantage concurrentiel. Alors ce qui est en train de se passer, c'est que comme elles investissent toutes, mais il y a une raréfaction en l'occurrence des ressources, et donc il y a une convergence quand même forte vers un certain nombre d'outils. Alors après vous avez des très grandes entreprises, vous avez des plus petites entreprises comme la mienne par exemple où on en fabrique, mais vous avez cette convergence là, et ce qui fait qu'à moyen terme, à mon avis, tout le monde aura sensiblement les mêmes outils à un moment donné, et ces outils seront tellement performants que ils proposeront à peu près la même chose. Donc la différence à ce moment-là, elle sera plus par l'outil, mais elle sera par l'expérience qu'on propose au consommateur. Et cette expérience qu'on propose au consommateur, il faut la travailler dès à présent. Parce que si j'attends la fin de l'histoire pour le faire, j'aurais pris du retard par rapport à mes compétiteurs qui le commencent maintenant et qui démarrent maintenant. Vous voyez? Mais elles n'ont pas le choix, elles sont obligées. Sauf, et moi je suis persuadé que ça va arriver, de la même manière que vous avez eu un développement ces dernières années du commerce équitable, vous aurez un label qui consiste à dire venez chez moi, il n'y a pas de data, je fais rien, je vous trace pas, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez. Un peu comme l'alimentation bio aujourd'hui. Exactement, vous aurez ça, l'équitable bio, et vous aurez ce parallèle-là qui va se faire, et il y aura certainement une fusion entre les deux, c'est fort probable. Et on verra si j'ai raison ou pas raison, mais j'en suis quasi certain. Quelle est la place de l'humain dans tout ça? Ou alors, est-ce que le grand remplacement tant annoncé ou alors tant redouté aura lieu, à votre avis? La place de l'humain, il faut qu'on la définisse tous ensemble, justement. C'est pour ça que je suis satisfait de cette prise de conscience et de ces craintes que ça apporte. Parce qu'il n'y a que par la prise de conscience, une prise de conscience globale qu'on pourra y arriver. Pour moi, il y a deux façons de voir le sujet. Il y a une façon, je vais commencer par la façon pessimiste de voir le sujet, et après je parlerai de la façon optimiste. La façon pessimiste, c'est qu'on ne fasse rien. Et au fur et à mesure, ce qui va se passer, en effet, destruction d'emplois, raréfaction du travail, donc problème de consommation également au passage, un repli identitaire très très fort par les difficultés économiques couplées par le réchauffement climatique, et grosso modo, ça va pas être très très agréable dans le futur. Donc vous voyez, ça c'est la version pessimiste où on fait fi de l'humanité au profit de cette déshumanisation
l'humanité par l'intelligence artificielle. Oui. Autre possibilité, et j'espère que ce sera celle-ci qui prévaudra, c'est de dire, mais finalement, l'humanité, on a une chance incroyable dans ce qu'on est en train de faire. Oui. On peut peut-être penser la société différemment. On peut, par exemple, se dire qu'en effet, il y a une raréfaction du travail. Eh bien, partageons les richesses. Oui. Pourquoi pas ? Ouvrons ce travail. Alors, on va parler de revenus universels ou autre, mais ça a du sens pour le futur. Ça n'a pas de sens aujourd'hui, mais ça a du sens pour le futur. Et du coup, ça veut dire quoi ? Qu'on va pouvoir se libérer de toutes nos contraintes ? Parce que finalement, notre vie, elle est sociétale, en l'occurrence, c'est essentiellement des contraintes. On doit travailler, parce que si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent, et on n'est pas forcément heureux dans ce qu'on fait, dans le travail qu'on fait. On a peut-être des talents divers et variés qu'on aimerait faire, on aimerait échanger plus avec des tiers, et tout ça, c'est pas forcément possible. Mais si on arrive à se libérer de ce fardeau, entre guillemets, qu'est le travail, pourquoi pas aller vers cette humanité-là ? Oui, c'est une façon positive de voir les choses. Absolument. Oui. Alors, et lorsque les gens pensent que d'ici à 2045, la machine va carrément dépasser l'être humain, vous pensez que c'est... Alors on ne connaît pas exactement la date, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de prévisionnistes ou de futurologues qui parlent de 2040, 2035, 2050 à peu près. Voilà, c'est à peu près ça. Oui, c'est aujourd'hui technologiquement rien ne l'interdit, mais absolument rien. C'est juste qu'on apprend encore à le faire au fur et à mesure et vous voyez, comme je le disais tout à l'heure sur le jeu du Go, jour après jour on dépasse. Aujourd'hui les machines elles sont déjà plus intelligentes que nous sur des petits morceaux. Alors on se souvient de la raclée historique infligée au champion du monde des échecs, le russe Garry Kasparov, par Deep Blue, une machine conçue par IBM, c'était en 1997. Est-ce que c'est là le point de départ de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut se situer à ce niveau-là? Je pense que ça a été un révélateur, en l'occurrence, parce que c'était en plus l'univers des échecs, c'est un univers qui valorise les capacités cognitives, de pensée, de calcul, de prévision de l'être humain, et dans l'imaginaire de tous, dans le mien, le champion du monde d'échecs, c'était vraiment l'humain absolu. Qui est battu à plat de couture. Alors là, nous sommes en 97. Voilà, donc du coup, à mon avis, ça a commencé avant, mais c'est le symbole qui a montré cette capacité extraordinaire. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur le jeu de Go, c'est l'étape encore supérieure. Non, malheureusement, le jeu de Go, heureusement, le jeu de Go est moins connu que les échecs. A priori, de ce que j'ai compris, c'est beaucoup plus complexe que les échecs encore. Alors, on a connu, et je le disais également en introduisant cette émission, l'époque de la course effrénée à l'armement, qui était l'étalon de l'influence géopolitique des États. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. C'est clairement un changement de paradigme aujourd'hui dans la puissance géopolitique. Oui, et c'est là où on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le changement, il est sur l'immatériel. La puissance, elle vient de l'immatériel. Absolument. Et ce qui est tout à fait nouveau, en l'occurrence, et qui va révolutionner, encore une fois, les relations entre États. Mais au-delà des révolutions entre États, c'est entre les entreprises. Et c'est aussi, même malheureusement, ça peut être dans les mains de personnes, comme on disait tout à l'heure, très mal intentionnées. À titre personnel, il y a une chose qui me fait extrêmement peur, c'est les soldats robots, en l'occurrence. C'est pas couvert par la Convention de Genève, personne ne veut légiférer sur le sujet au niveau international, parce que tout le monde, ça rejoint le discours que vous disiez sur les armes, parce que demain, ça va être ces armes-là, ça va être ces soldats-là. Mais qui est responsable concrètement s'il y a un problème? Parce qu'il y a déjà des pays où on commence à voir des robots policiers, de la même manière. Vous avez à Dubaï un premier commissariat de police qui est ouvert où il n'y a pas un humain. Vous voyez ? Tout un commissariat, pas un seul humain. Pas un seul humain. Ça arrive. Vous avez au Japon, dans certains hôtels, il n'y a pas un humain. Vous êtes accueillis par des robots ou servis par des robots dans des restaurants.
Il y a même là au Japon, je lisais un article là-dessus, où maintenant, donc pour les cérémonies bouddhistes, parce que quand il y a un enterrement au Japon, ça coûte extrêmement cher. Et donc du coup, ils ont fabriqué des robots qui savent faire les incantations bouddhistes. Mais le pire, c'est que ça marche. Les personnes commencent à accepter ça parce que ça coûte beaucoup moins cher. Ouais. Et donc, vous voyez, c'est toute la difficulté dans cette histoire-là, c'est de dire ah mais oui, mais on automatise, donc c'est moins cher, donc c'est mieux pour les consommateurs. Oui, mais je détruis par ailleurs autre chose. Mais on le regarde pas comme ça. Moi, ça m'amuse toujours entre guillemets de dire ah mais en fait, tout le monde est d'accord quand vous posez la question de savoir c'est bien de bien manger, des produits sains, et puis ils vont faire les courses dans le supermarché, pareil, je m'associe, et là, on va regarder le prix, et on oublie toutes nos intentions. Donc vous voyez, ce simple facteur et relation au prix fait que ça change. Ouais. Alors, dans cette influence géopolitique à partir de l'intelligence artificielle, les États-Unis sont en pointe. Oui. Les Émirats arabes ont nommé récemment un ministre de l'intelligence artificielle indien. Oui. La Russie, la Chine, tous investissent énormément dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais pour l'instant, en Afrique, on semble un peu en retard. Vous qui parcourez l'Afrique dans votre cadre professionnel, vous êtes bien passé pour en parler. Est-ce qu'il y a, à votre avis, des pays en Afrique qui se positionnent de manière prometteuse sur le terrain de l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, clairement, le continent africain est en retard par rapport aux autres groupes. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est, si vous regardez bien les pays que vous avez cités, la Chine, c'est un énorme, c'est un continent à part entière avec un potentiel économique incroyable. La Russie, on est sur la même chose, avec moins de population, mais on est sur la même chose. Après, c'est l'Europe qui essaie de s'organiser avec des nouvelles lois pour favoriser l'éclosion de champions d'intelligence artificielle. Les États-Unis est un champion pour les raisons qu'on connaît, et vous allez avoir un peu le Brésil aussi, qui est un gros pays. Mais après, tous les autres pays ont du mal. Pourquoi ils ont du mal? Tout simplement parce que seul, c'est impossible aujourd'hui. Ça nécessite un tel niveau financier, d'investissement, de rapatriement des compétences, que c'est impossible d'avoir une logique étatique seule dans ce domaine-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le constat que je fais, c'est que l'Afrique va plus vite dans l'adoption, par contre. C'est-à-dire que les entreprises, alors je vais parler des entreprises, elles vont plus vite dans l'adoption de ces nouvelles façons de travailler, de ces nouvelles technologies, tout simplement parce que l'Afrique est plus ouverte au changement. En l'occurrence, alors j'imagine pour plein de raisons, mais c'est flagrant. Quand par exemple aux États-Unis, au Canada, je travaille aux États-Unis, au Canada aussi, donc je peux en parler. C'est beaucoup plus, même si on a l'impression que les États-Unis c'est un monde totalement ouvert, il y a une résistance au changement qui est très présente aussi. Vous voyez, et en fait, ce qui est difficile, c'est que professionnellement, c'est du jour au lendemain, je viens vous dire, écoutez mon cher Bruno, c'est très bien ce que vous faites, vous travaillez très très bien, mais voilà, il y a un algorithme qui fait mieux que vous, donc il va falloir changer. Mais c'est violent quand même. C'est difficile à accepter. C'est très violent, c'est très très violent. Et en l'occurrence, en Afrique, on va plus vite parce que souvent vous avez aussi des équipements. Je prends l'exemple de la Banque Web, vous avez des équipements qui sont plus récents, et donc technologiquement c'est plus simple et vous êtes beaucoup plus ouverts que les Occidentaux, en l'occurrence, dans ce changement-là. Alors, donc pour vous, c'est inquiétant ou pas le niveau de l'Afrique aujourd'hui en ce qui concerne l'intelligence artificielle? C'est inquiétant, si vous voulez, dans la partie maîtrise des technologies et du savoir-faire. Mais encore une fois, un pays seul ne pourra pas y arriver. Comme je vous le disais, vous regardez bien ce qui s'en sort, ce sont que des très très gros pays ou des gros ensembles. Donc ce côté-là, oui, est inquiétant. Maintenant, la question de fond, ça va de savoir aussi à la fin, parce que, comme je le disais tout à l'heure, la question de fond à un moment donné, et ça change aussi le système éducatif. On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est la maîtrise du savoir-faire et pas forcément la bonne maîtrise. La maîtrise du savoir utiliser est beaucoup plus importante dans le futur. Parce que, comme je le disais, le savoir-faire, à un moment donné, il va s'atrophier au fur et à mesure pour reposer sur quelques champions au niveau mondial.
Et par contre, la façon dont vous mettez en œuvre, dont vous l'utilisez, dont vous le rendez concret, c'est là qu'il y aura une véritable intelligence. Pourquoi je fais le parallèle avec l'éducation ? Parce qu'aujourd'hui, tout le système éducatif, et encore une fois, j'enseigne, donc je le vois très très bien, il est basé sur le même modèle que celui que j'ai eu, le même modèle que celui que mon grand-père ou ma grand-mère ont eu. À savoir, c'est important de tout comprendre. Et c'est fini ce temps-là. Le savoir, la connaissance, elle est à votre portée de main quand vous le souhaitez. Donc, ce qui est important, c'est de savoir chercher, c'est de savoir l'utiliser, savoir le contextualiser, savoir prendre plusieurs sources d'informations pour en tirer quelque chose. C'est ça la véritable puissance. Et les enfants, aujourd'hui, devraient déjà être formés comme ça. Il y a un pays qui l'a compris dans le monde entier pour l'instant, c'est la Finlande, qui a changé cette année tout son système de lycée, où tout est enseigné que par projet. Il n'y a plus de matière en tant que telle. Mais dans le projet, vous allez toucher à plein de matières différentes. Par exemple, vous devez organiser un voyage, ça veut dire de l'histoire, de la géographie, ça veut dire des calculs, ça veut dire les langues, ça veut dire tout ça en fait. Vous voyez ? Et ça c'est un point pour moi qui est frappant, c'est le décalage de plus en plus grand entre le système éducatif dans le monde entier, encore une fois, et les besoins aujourd'hui et la société de demain. Alors ce débat hautement, disons, prospectiviste qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, n'est-il pas de nature à creuser encore plus l'écart entre le nord et le sud? C'est un risque, en l'occurrence c'est un risque, et c'est pour ça que je vous disais, ce qui est très très important, c'est de définir le futur que nous souhaitons. C'est un point essentiel. Il y a eu des dépendances comme ça. Il y a la dépendance du médicament par exemple, qui est déjà comme ça malheureusement. Maintenant, il peut y avoir une deuxième dépendance liée à ces technologies-là. Mais on peut faire les choses autrement et les voir autrement, mais il faut s'en occuper encore une fois au niveau sociétal, maintenant. Encore une fois, pour moi, on a une chance. On a une chance unique dans l'humanité. Maintenant, il faut qu'on sache la saisir et en faire quelque chose de grand. Alors, pour rester sur l'Afrique, qu'est-ce qu'il faut, non pas pour rattraper le niveau de ces géants, de ces grands pays, les États-Unis, la Chine et tout ça, mais pour ne pas être trop à la traîne, pour ne pas que la fracture soit très grande? Il faut investir. Il faut investir dans la formation, il faut investir dans des structures, il faut investir aussi par une fiscalité avantageuse pour que des entreprises viennent s'installer. Il faut également rapatrier du savoir. Le faire revenir, parce qu'il existe souvent à peu près partout, et il faut le faire venir, le concentrer, faire travailler les gens ensemble. Mais comme je disais tout à l'heure, à l'échelle d'un État, ça n'a pas de sens. Il faut le faire tout de suite sur un ensemble d'États. Et encore une fois, le monde est en train de s'organiser selon les grands groupes économiques. L'Afrique se doit de le faire également pour être compétitif demain. Vous avez plein de talents. Il faut les utiliser. Le développement de l'intelligence artificielle avec tous ces robots, ces humanoïdes qu'on voit un peu partout aujourd'hui suscite beaucoup d'enthousiasme, on est bien d'accord. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter qu'à un moment donné, la machine devienne un peu folle, perde la tête? Oui, c'est un risque très très important. On se souvient de l'homme de Frankenstein. C'est vrai, c'était qu'un roman, mais c'est quand même quelque chose qui est révélateur du revers que peut représenter un développement technologique qui n'est pas maîtrisé. Oui, vous avez 2001 l'Odyssée de l'espace aussi, avec HAL. Exactement, en l'occurrence, c'est un risque énorme. Donc c'est là où je reviens aussi au côté législation, qui va permettre de... Alors il y a un certain nombre d'acteurs de l'intelligence artificielle qui réfléchissent à ce qu'ils appellent le bouton rouge. Le bouton rouge, c'est le bouton où j'appuie et stop, ça s'arrête tout d'un coup. Pour arrêter la machine. Pour arrêter la machine. Voilà, donc après le débat est de dire, ok, que certains acteurs le fassent, c'est formidable, mais si un huluberlu le fait pas dans son coin, si un huluberlu arrive à pirater les robots soldats, parce que c'est l'autre question, c'est la sécurité de tous ces sujets-là. Et avec des scies, alors vous allez me dire, avec des scies on peut tout faire. Ben oui, mais autant essayer de faire en sorte que les scies deviennent plus petits et moins nombreux. Ça c'est un point qui est important. C'est un risque énorme, ça c'est juste par rapport à l'intelligence artificielle brute, on va dire. Et vous avez un autre risque qui est le transhumanisme. Le transhumanisme, qui est un autre risque. Là aussi, il y a déjà des travaux qui sont menés, alors pas forcément sur les humains aujourd'hui,
en tant que tel, mais sur les animaux, c'est le cas. Après, la frontière, elle est extrêmement compliquée. Imaginez que demain j'ai un accident, je perds mon nerf est sectionné, j'ai plus l'usage de mon bras, et grâce à une greffe, en mettant du Bluetooth d'un côté ou de l'autre, je rétablis le passage du courant dans mes nerfs, et ce qui me permet de récupérer mon bras. Tout le monde trouve ça formidable. Enfin, sauf que c'est du transhumanisme. Et ça y est, c'est parti, en fait, vous voyez. Alors ce que je dis existe déjà. Ça fonctionne. On arrive à le faire, même à récupérer l'usage de jambes avec des nerfs sectionnés. Mais vous voyez, où est-ce qu'on met une limite? Aujourd'hui, il y a déjà des travaux qui sont faits de réflexion à dire, mais tiens, et si on ajoutait des puces dans le cerveau humain? Alors, à dire, mais oui, mais les puces, elles sont pas aussi puissantes qu'un cerveau humain. À quoi ça sert? Ça sert à donner une capacité de calcul décuplée. Vous voyez, la divergence restera humaine. La concentration et la convergence pourraient être aidées par ce type de puce. Vous voyez, donc là aussi c'est très complexe. Le transhumanisme est d'une complexité extrême. Alors volontairement, j'en ai pas du tout parlé dans mon livre, parce que ça a amené beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus sociétal en l'occurrence que vraiment, enfin, prospective sociétale et de l'humanité. Lorsque Jacques Attali dit que avec l'intelligence artificielle, les êtres humains veulent vaincre la mort, c'est pas faux, hein. C'est une quête. Il y a la quête de la mort, en l'occurrence, la quête de la lutte contre la mort, qui existe depuis toujours. Il y a toutes les histoires d'alchimie qui existent. On est là-dedans, en effet. On est là-dedans, et de toute façon beaucoup de chercheurs font ces recherches-là d'un point de vue purement biologique, et là via le transhumanisme, via l'intelligence artificielle, puisqu'à partir du moment, déjà dans mon corps, mais même au-delà de ça, si j'ai la capacité à transmettre ce que je suis en tant que tel à une entité virtuelle, eh bien je perdure également, vous voyez. Donc il n'y a pas de fin. Le débat s'était déjà posé au début sur Facebook, avec la fameuse timeline de Facebook, puisque ça retraçait votre vie, vous vous rappelez, quand ça a été juste créé. Et du coup, la question se pose de dire, mais quelqu'un qui décède, est-ce qu'il doit toujours exister ou pas exister? S'il décide de continuer à exister, il accède à une vie quelque part éternelle. Alors, c'est extrêmement simpliste, mais c'est déjà le cas. Aujourd'hui, on est plus dans l'idée de dire, mais ce que je suis en tant que personne, en tant qu'être, en tant qu'être humain, en l'occurrence, si j'ai la capacité à la transmettre à une entité virtuelle, eh bien j'existe. C'est le don d'ubiquité. Et le don d'ubiquité avec une vie éternelle pour le coup. Quel est le domaine, nous sommes en train de sortir déjà de cette émission, quel est le domaine dans lequel l'intelligence artificielle est utilisée jusqu'à présent de la manière la plus satisfaisante à votre avis? Tout ce que, comme je disais, c'est tout ce qui est lié à la logistique, au transport. Vous voyez tous les transports automatiques. Enfin aujourd'hui, les avions, on n'aurait plus besoin de pilote dans les faits. Alors maintenant, si vous rentrez dans un avion sans pilote... je suis pas sûr que j'accepterais personnellement. C'est un peu voilà, c'est tout le problème. Je fais plus confiance à l'homme qu'à une machine. Mais pour le coup, les derniers accidents qu'il y a eu en avion, c'était lié aux humains et pas aux machines. Vous voyez, c'était des erreurs humaines. Donc, mais c'est quand même rassurant de savoir qu'il y a un type quand même derrière l'ordinateur dans l'avion. Mais je suis absolument convaincu de ça, et je suis d'accord avec vous. Maintenant, donc tout ce qui est lié au transport, la voiture, de la même manière, la voiture autonome, la première fois que vous allez rentrer dans une voiture sans personne et qu'on vous dira non, mais il n'y a pas de sujet, tu peux regarder en replay l'émission. Ça va bizarre, vous voyez. Donc le transport, tout ce qui tourne autour de la logistique, et vous avez après tout ce qui tourne autour de la reconnaissance de forme. Donc les reconnaissances faciales, les reconnaissances de forme. Alors, tout ce qui tourne autour du vocal. Alors la reconnaissance de forme, c'est assez complexe, parce que ce que ça sait bien faire aujourd'hui, c'est rapprocher. Par exemple, vous montrez une photo d'un chat à une intelligence artificielle pour qu'il ait la capacité de reconnaître que c'est un chat, il lui faut 1 million d'exemples. Vous voyez ? Donc c'est pas encore ça. On est loin. Par contre, reconnaître une personne, oui, ça marche bien. Sortons par là, on a parlé énormément de données, de big data. Il y a un problème, c'est celui sur la vie privée.
parce que ces données se retrouvent comme ça entre les mains d'individus qui les utilisent pour faire tout. Alors, la question de la vie privée, comment est-ce qu'on va régler ça aujourd'hui? Bon, évidemment, il y a une perception de la vie privée qui n'est pas exactement la même en France, aux États-Unis, qu'au Cameroun, en Afrique. On n'a pas la même perception de la vie privée, ou chez vous c'est un peu trop carré, mais chez nous un peu moins. Voilà. La question de la vie privée, est-ce que cela ne risque pas d'être un frein à l'évolution et au développement de l'intelligence artificielle? C'est le cadre législatif oui. qui est là aussi qui a toute son importance, et en effet les lois sont différentes d'un pays à l'autre. Oui. Maintenant les lois par définition elles sont en retard par rapport aux usages. Oui. Vous voyez, et à partir de ce moment-là, si on se fait ce constat-là, c'est plus aux entreprises ou aux administrations qui utilisent de garantir les bonnes règles d'utilisation et de travailler sur l'éthique, sur la transparence dont vous parliez, oui. Et d'être très très précis dans ce qu'ils font, de façon à ce que les consommateurs ou citoyens soient toujours en capacité de dire non à un moment donné. Là aussi, ces lois construisent des barrières concurrentielles fortes. Et c'est une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont un système de loi particulier, le Canada en a un autre, la Russie a un autre, la Chine un autre, l'Europe s'est dotée d'une loi qui gère toute l'Europe maintenant. Vous voyez, parce que la contrainte par la loi donne un avantage. Et donc là c'est pareil, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Afrique, il faudrait avoir un gros bloc de pays qui fabriquent des lois communes sur ces enjeux-là, ouais. De façon à privilégier les acteurs africains qui naîtront. Oui. Voilà, merci Stéphane Amarsi. Merci beaucoup. Dernière question, la toute dernière, j'ai failli l'oublier, c'est la toute dernière, toute petite question. Jusqu'où ira l'intelligence artificielle? Elle n'a aucune limite, oui. Donc sa limite, ça sera à nous de la définir. Bien. Bah, c'est une bonne réponse, merci. Voilà. Alors, juste très rapidement, présenter votre ouvrage, très bon ouvrage que j'ai eu du plaisir à lire et je vous le conseille. Mon directeur marketing sera un algorithme. C'est un livre de Stéphane Amarsi que je vous conseille vivement. Un autre livre, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est lié. C'est un témoignage que j'ai bien apprécié également. Il est de Mathilde Ramadier. Bienvenue dans le nouveau monde. Vous savez, aujourd'hui on parle énormément de start-up. C'est le nouveau rêve et beaucoup de fantasmes également. Et en l'occurrence, elle a vécu un peu l'enfer dans le monde des start-up en Allemagne justement. Comment j'ai survécu à la cooltitude des start-up. Voilà, donc voilà, tout le monde parle de start-up aujourd'hui, mais ce n'est pas le grand rêve. Et pour ceux qui voudraient poursuivre la réflexion, je conseille également deux autres ouvrages. Le premier, c'est Homo Deus, c'est un livre de Yuval Noah Harari. C'est un livre assez intéressant, je vous le conseille. Un deuxième livre, c'est La guerre des intelligences de Laurent Alexandre. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par le sujet et qui voudraient poursuivre la réflexion. Stéphane Amarsi, traditionnellement, nous remettons un cadeau à celui qui vient dans cette émission. Voici le vôtre et je vous l'offre avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. En tout cas, merci d'être venu dans cette émission. Mesdames, Messieurs, au moment de conclure cette émission, je voudrais vous lire cette pensée de Charles Darwin, que vous connaissez très bien, vous l'avez cité, et qui me semble parfaitement résumer le débat auquel nous assistons en ce moment. Charles Darwin, que vous connaissez, disait: ce ne sont pas les espèces les plus robustes qui survivent, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux à l'évolution. Il n'y avait pas meilleur moyen de conclure cette émission sur l'intelligence artificielle. C'était la grande interview. Bonsoir.